Imaginez un instant. Vous avez 25 ans. Vous êtes ingénieur logiciel dans une grande ville, disons Paris ou San Francisco. Vous gagnez très bien votre vie. Mais au lieu de flamber dans des bars à cocktails hors de prix ou de louer un loft avec vue sur la Seine, vous vivez dans une colocation miteuse de 9 mètres carrés. Ah, ça commence fort, l'odeur des chaussettes sales et du désespoir. Attends, c'est pas fini. Votre régime alimentaire. Du riz, des haricots rouges et peut-être un œuf le dimanche si c'est la fête. Pas de vacances, pas de voiture, pas de Netflix. Votre objectif? Épargner 70 voire 80% de votre salaire. Le rêve absolu, ou le début d'un scorbut, j'hésite. Tout ça pour une promesse, Thomas, la retraite à 40 ans, voire 35. C'est ça le mouvement FIRE, Financial Independence Retire Early, indépendance financière, retraite anticipée. Alors, est-ce que c'est la clé de la liberté ultime ou est-ce qu'on est face à une immense prison dorée? Bonjour à tous, je suis Sarah. Et moi, c'est Thomas. Et spoiler alerte, Sarah, manger du riz pendant 15 ans pour passer les 40 années suivantes à compter ses sous, moi j'appelle pas ça la liberté, j'appelle ça une névrose comptable. Au moins c'est clair. Bienvenue dans ce nouvel épisode, on va décortiquer ce phénomène qui obsède les milléniaux et la Gen Z. Thomas, tu es notre analyste économique maison, un peu cynique sur les bords? Réaliste, Sarah, réaliste. D'accord, réaliste. Parlons de ce cas concret. J'ai lu l'histoire de ce type, appelons-le Julien. Il a accumulé 1 million d'euros à 32 ans. Il a démissionné, il est libre. Pourquoi tu fais la grimace? Parce que je connais l'histoire de Julien, j'en ai croisé des dizaines. Le problème, c'est la définition qu'ils ont de la liberté. Julien, pour arriver à son million, il a sacrifié sa décennie la plus vibrante. La vingtaine, c'est là où tu construis ton réseau, tes amitiés, tes souvenirs, tes expériences. Lui, il a construit un tableau Excel. Mais maintenant, il n'a plus de patron, il n'a plus de réveil le lundi matin. C'est quand même le Graal, non? Ne plus dépendre d'un salaire pour vivre, c'est quand même le Graal, non? C'est là que l'arnaque intellectuelle commence. Il ne dépend plus d'un patron, c'est vrai, mais il dépend de quelque chose de bien plus capricieux et cruel, le marché boursier. Julien a troqué un manager chiant contre la volatilité du S&P 500. Et crois-moi, le marché n'en a rien à faire que t'aies mangé des haricots pendant 10 ans. Si le marché tousse, Julien attrape une pneumonie financière. On va revenir sur les risques, mais j'aimerais qu'on explique la mécanique. Parce que, qu'on soit d'accord ou pas avec le style de vie, les mathématiques derrière le FIRE sont fascinantes. C'est quoi la formule magique? C'est pas de la magie, c'est de l'arithmétique de base et c'est pour ça que ça séduit autant les ingénieurs. Tout repose sur un chiffre sacré. 25. 25? Oui, la théorie dit que tu dois accumuler 25 fois tes dépenses annuelles. Si tu as besoin de 20 000 euros par an pour vivre, ce qui n'est pas énorme, on s'entend, il te faut 500 000 euros placés. Si tu veux vivre avec 40 000 euros, il te faut le million. D'accord, donc 25 fois. Et une fois que tu as ce tas d'or, tu fais quoi? Tu le manges? Non, tu appliques la fameuse règle des 4%. C'est le deuxième pilier du temple FIRE. Une étude, la Trinity Study, a montré que si tu retires 4% de ton capital chaque année pour vivre et que le reste est investi en bourse, statistiquement, tu ne tomberas jamais à court d'argent avant 30 ans. Donc si j'ai 1 million, je retire 40 000 euros par an. Mon capital continue de générer des intérêts qui couvrent mon retrait et l'inflation. C'est ça? En théorie, oui. C'est la puissance de l'intérêt composé. C'est comme une boule de neige. Au début, tu la pousses péniblement dans la poudreuse, c'est ton effort d'épargne massif, et à un moment, la boule devient si grosse qu'elle dévale la pente toute seule et grossit sans que tu la touches. C'est là que tu donnes ta démission. Vu comme ça, c'est séduisant. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles, non? J'entends parler de Lean FIRE, Fat FIRE, on dirait des types de viande de supermarché. Haha, c'est un peu ça. Le Lean FIRE, le FIRE maigre, c'est pour les assets. C'est Julien et ses haricots. L'objectif, c'est de réduire ses dépenses au strict minimum vital pour partir le plus vite possible. Genre vivre avec 15 000 balles par an dans une tiny house au fin fond de la Creuse. Ça vend du rêve. Et le Fat FIRE? Le Fat FIRE, c'est le FIRE gras ou opulent. Là, tu veux la retraite mais avec le champagne et les voyages. Donc au lieu de viser 1 million, tu vises 2, 3 ou 5 millions. C'est beaucoup plus long à atteindre mais c'est une vraie liberté. Et puis t'as le Barista FIRE. Barista? Comme chez Starbucks? Exactement.
Exactement. Tu épargnes assez pour ne plus avoir besoin d'un gros salaire de cadre stressant. Et tu prends un petit boulot à mi-temps, genre serveur ou barista, juste pour payer les courses et avoir une couverture sociale, tout en laissant ton capital gonfler. C'est souvent l'approche la plus saine psychologiquement. Ok, donc la mécanique fonctionne. Sur le papier, on épargne comme des brutes, on place tout sur des ETF, des fonds indiciels et on attend le chiffre magique. Maintenant Thomas, passons à la critique. Tu as dit tout à l'heure que c'était une névrose comptable. Pourquoi ? Parce que la vie n'est pas un fichier Excel, Sarah. Le modèle FIRE repose sur des hypothèses qui sont, disons, optimistes, voire dangereuses. Le premier tueur silencieux, c'est l'inflation. On l'a bien vu ces 2 dernières années. Exactement. La règle des 4% a été calculée sur des données historiques où l'inflation était maîtrisée. Mais imagine, tu as pris ta retraite à 40 ans en 2020. Tu as fait tes calculs au centime près. Tu te dis super, j'ai mes 2000 € par mois. Et bam, 2022 arrive, l'énergie prend 30%, la bouffe prend 15%. Et tes 2000 € ne valent plus que 1700 en pouvoir d'achat. Voilà. Et là, tu paniques, parce que tu n'as plus de salaire qui augmente potentiellement avec l'inflation. Tu n'as que ton stock d'argent. Si tu retires plus pour compenser l'inflation, tu creuses ton capital plus vite que prévu. C'est la spirale de la mort financière. Et si en plus la bourse s'effondre en même temps ? C'est le scénario cauchemar, le Sequence of Returns Risk. Si les premières années de ta retraite correspondent à un crash boursier, tes chances de survie financière s'effondrent. Si ton million perd 20% la première année et que tu dois quand même retirer de l'argent pour manger, tu ne t'en vraimeras jamais. D'accord, donc le risque financier est réel. Mais il y a un autre aspect qui m'intrigue, et c'est peut-être le plus important, l'aspect humain. Admettons que les chiffres tiennent. Tu as 40 ans, tu es à la retraite. C'est mardi matin, il est 10 heures. Tes amis sont au bureau, tes enfants sont à l'école. Tu fais quoi ? Tu regardes le vide, et le vide te regarde. C'est le plus grand tabou du mouvement FIRE. L'ennui. L'ennui mortel. On sous-estime totalement à quel point le travail structure notre identité et notre vie sociale. On déteste le lundi matin, ok, mais le travail nous donne un but, des interactions, des défis, une raison de sortir du lit. J'ai lu des témoignages de retraités précoces qui ont fini en dépression sévère 6 mois après leur pot de départ. C'est fou ça, on fantasme tellement sur l'oisiveté. Parce qu'on confond vacances et retraite. Les vacances sont géniales parce qu'elles sont une pause méritée après l'effort. Elles ont une fin. La retraite à 40 ans, c'est des vacances infinies. Au début, tu fais le tour du monde, tu apprends la poterie, tu lis tous les livres. Et après, il te reste 40 ans à tuer, Sarah. 40 ans! C'est vertigineux, sans compter la perte de statut social. Quand on te demande « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» et que tu réponds « Rien, je vis sur mes rentes », ça crée un décalage. Ah, socialement, c'est la mort. Tu deviens intéressant ou tu suscites de la jalousie. Et puis, il y a cette mentalité de pénurie qui ne te quitte jamais. Si tu as passé 15 ans à compter chaque centime pour atteindre ton objectif, tu ne vas pas soudainement devenir généreux et détendu une fois à la retraite. Tu vas continuer à flipper à chaque fois que tu achètes un avocat. Tu es riche sur le papier, mais tu vis comme un pauvre dans ta tête. C'est ça la prison dorée. C'est une analyse assez brutale, Thomas. Mais alors, est-ce que tout est à jeter ? Parce que l'idée de ne pas travailler jusqu'à 67 ans ou plus, ça reste quand même un objectif sain, non ? On ne veut pas mourir au bureau. Bien sûr que non, tout n'est pas acheté. Le diagnostic du mouvement FIRE est excellent. Le remède est juste trop radical. Le diagnostic, c'est que le consumérisme nous piège. Oui, dépenser tout ce qu'on gagne pour impressionner des gens qu'on n'aime pas, c'est stupide. Épargner, investir, comprendre les intérêts composés, c'est indispensable. C'est de l'hygiène de vie financière. Le problème, c'est l'objectif final. Alors, quel devrait être l'objectif, si ce n'est pas la retraite à 40 ans ? L'objectif, ça ne devrait pas être retire early, mais financial independence tout court. Oublie le RE, garde le FI. Explique-moi la nuance. La liberté financière, ce n'est pas arrêter de travailler. C'est avoir le pouvoir de dire merde. Pardon ? C'est le FU money. Si tu as assez d'argent de côté, tu ne travailles plus par peur du loyer impayé. Tu travailles par choix. Si ton patron devient toxique, tu démissionnes le jour même sans trembler. Si ton secteur t'ennuie, tu reprends des études pour devenir ébéniste ou prof de yoga, même si ça paye 3 fois moins. Donc l'idée, ce n'est pas de ne rien faire, mais de faire ce qui a du sens. Exactement. L'être humain est fait pour produire, pour créer, pour contribuer, pas pour rester assis sur un canapé à regarder ses ETF monter. La vraie richesse, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. Tu peux décider de travailler 20 heures par semaine sur un projet passionnant, ou de lancer une asso ou
d'écrire un livre. Tu ne cherches pas la fin du travail, tu cherches la souveraineté sur ton temps. C'est beaucoup plus inspirant présenté comme ça. Ça transforme la peur de l'avenir en opportunité. Et c'est beaucoup moins risqué. Si tu continues à avoir une petite activité, même modeste, tu gardes un pied dans la société, tu gardes du lien social et tu n'as pas besoin d'un capital aussi énorme. Tu n'as pas besoin d'1 million d'euros si tu gagnes encore 1 000 € par mois avec une activité plaisir. Donc pour résumer notre verdict, le mouvement FIRE extrême, celui du riz et de l'eau, c'est une forme d'anorexie financière. C'est joliment dit. C'est se priver de vivre aujourd'hui pour une hypothétique sécurité demain. C'est un pari risqué. Par contre, adopter les principes d'épargne pour s'acheter de la liberté et du choix, Ça, c'est le super pouvoir du 21e siècle. Ne cherche pas la retraite, cherchez l'autonomie. Utilise l'argent comme un outil, pas comme une fin en soi. Et par pitié, mange autre chose que du riz. Allez au resto de temps en temps avec vos amis. C'est ça le vrai investissement. les souvenirs ont aussi un rendement composé, c'est ça? Le meilleur rendement du monde. Aucun crash boursier ne peut te l'enlever. Merci Thomas pour cette dose de pragmatisme caféiné. Avec plaisir, Sarah. Et vous qui nous écoutez, dites-nous, vous êtes plutôt cigale, fourmi ou fourmi qui a craqué son PL pour partir élever des chèvres? On attend vos commentaires. À la semaine prochaine pour décrypter une nouvelle tendance économique. D'ailleurs, tu me dois un café, j'ai oublié mon portefeuille. C'est pas très fagueur de ma part. Allez, file.